C'est officiel, le chef des travaux Basile Kalema Kisungu de l'Université pédagogique nationale est désormais docteur à thèse. À l'issue de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée « Analyse du vocabulaire graphique des enfants de la rue à Kinshasa par une approche projective, étude comparative avec les enfants ordinaires ». Dans l'économie de son travail, le candidat expliquait que cette recherche visait à explorer l'univers inconscient des enfants à travers leur production graphique afin de mieux comprendre le symbole traduisant leur vécu quotidien. L'étude réalisée auprès de 503 enfants, dont 128 enfants de la rue et 375 enfants ordinaires, a utilisé le dessin libre comme principal outil d'investigation. Les résultats. Le travail que nous avons le réel plaisir de vous présenter ce jour porte sur vocabulaire, analyse du vocabulaire graphique des enfants de la rue à Kinshasa, par une approche projective. Et c'est une étude comparative. Analyse du vocabulaire graphique des enfants de la rue à Kinshasa, une approche projective, étude comparative avec les enfants ordinaires. Les problèmes soulevés sur cette étude ou dans cette étude, notre thèse ou cette thèse examine les différences et les similarités ou les similitudes entre les vocabulaires graphiques des enfants de la rue et ceux des enfants ordinaires à Kinshasa. Le problème central était de savoir si les conditions de vie diffèrent de ces deux groupes influencent de manière significative leur façon d'exprimer à travers les dessins. En effet, le dessin est un moyen d'expression qui permet à l'enfant de représenter son vécu, ses émotions et sa perception du monde. Or, les enfants de la rue évoluent, comme vous le savez, dans un environnement marqué par la précarité, l'insécurité, l'exclusion sociale, tandis que les enfants ordinaires bénéficient généralement d'un cadre plus stable et protecteur. Dans ce contexte, les questions de recherche principales étaient formulées de la manière suivante. La première, la conquête de l'inconscient remonte-t-elle à la surface du contenu des enfants? De savoir si la conquête de leur inconscience remonte ou peut remonter sur la surface. Deuxième problème, existe-t-il une différence dans la conquête de l'inconscient entre les enfants de la rue et les enfants ordinaires? Troisième, dans l'affirmative, qu'est-ce qui différencie les vocabulaires graphiques de ces deux catégories d'enfants? Quatrième problème, la production graphique relève de quel secteur de vie? Et enfin, le vocabulaire sociodémographique influence la production graphique des enfants. Au regard des problèmes soulevés, les hypothèses de recherche suivantes ont été proposées pour, de façon anticipativement, répondre aux questions posées. Nous avons dit la conquête de l'inconscient peut remonter à la surface du contenu des enfants d'une manière générale. Deuxième hypothèse, nous avons dans l'affirmative, nous avons dit qu'il y a bel et bien une différence significative entre le
vocabulaire graphique des enfants de la rue et ceux des enfants ordinaires. Troisième hypothèse, les productions graphiques des enfants de la rue sont plus liées à la survie avec un accent particulier sur la nourriture et l'abri. Quatrième hypothèse, nous avons estimé que les productions graphiques des enfants ordinaires portent sur des activités structurées comme celles qui entourent la famille, l'école, notamment les activités ludiques, relationnelles, amicales. Et enfin, nous avons dit les variables sociodémographiques orientent les types de scènes et les niveaux de complicité. En menant cette étude, nous devons nous fixer les objectifs. Nous avons émis l'objectif principal et celle d'analyser et de comparer le vocabulaire graphique des enfants de la rue et des enfants ordinaires à Kinshasa afin d'identifier leurs particularités. De cette hypothèse générale découlent de cet objectif général découlent 4 autres objectifs spécifiques. Premier objectif spécifique consiste à identifier et décrire les éléments constitutifs du vocabulaire graphique des enfants de la rue. Deuxième, identifier, décrire les éléments constitutifs du vocabulaire des enfants ordinaires. Troisième position, nous avons dit comparer les deux contenus de ce vocabulaire, les deux catégories d'enfants. Objectif suivant, interpréter les différences observées à la lumière de la psychologie du profondeur. Nous avons le problème, nous avons émis les hypothèses, nous avons fixé les objectifs, il nous faut une démarche, une méthodologie pour atteindre aussi ces objectifs. Pour répondre à la problématique et atteindre les objectifs de cette recherche, cette étude s'est appuyée justement sur une méthodologie combinée ou combinant la collecte et l'analyse des productions graphiques des enfants. Et par là, nous avons fait usage du dessin, qu'on appelle dessin libre, qui a constitué la technique principale de collecte de données ou de recueil de données, mais aussi complétée par l'entretien semi-directif permettant justement d'éclairer et de contextualiser les productions des enfants. Hormis ces points, la recherche a été menée auprès, parce qu'il fallait savoir qui ont répondu, a été menée auprès d'un échantillon non probabiliste de type occasionnel, de 503 enfants, dont l'âge varie de 8 à 17 ans. Pourquoi 17 ans? Parce qu'on appelle enfant dans ce cadre ici, mais aussi la loi le dit, la loi portant protection de l'enfant, et enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc voilà pourquoi nous avons dit de 8 à 17 ans. Et dans ces 503 enfants, 128 enfants sont des enfants de la rue et 375 sont ici les enfants qu'on appelle enfants ordinaires ou vivant en famille. En termes de méthodologie, il fallait aussi des moyens pour traiter ces informations. Par là, nous disons que les traitements de données ont été rendus possibles grâce à l'analyse des contenus thématiques et les tests statistiques de Kikari. Après avoir parcouru ces étapes, nous avons l'approche. Nous sommes arrivés au résultat dont nous vous présentons. Nous avons constaté que les enquêtés dans leur ensemble, soit les 503 enquêtés, ont produit 1051
dessins. Lorsque nous faisons le calcul de la moyenne, nous avons une moyenne de 2,09. De ces 500, de ces 1051 dessins, 448 dessins sont l'œuvre des enfants de l'ARI, dont 128 enfants de l'ARI. Leur moyenne, lorsque nous calculons, ça nous donne 3,81, alors que pour les enfants ordinaires, nous ont produit au moins 563 dessins, avec une moyenne justement de 1,50. Donc si vous prenez 488 plus 563, ça nous donne justement la somme de 1051 dessins produits par les enfants. Les 1051 dessins ont été identifiés, traités, mais lorsque nous avons essayé de recourir à la technique de traitement principale qui est l'analyse des contenus, nous avons identifié 185 objets différents, avec une moyenne justement qui n'a pas évolué de 2,09 par enfant. Les 503 enfants ont produit dans l'ensemble justement 804 dessins qui représentent 94 objets différents. Pour les enfants de l'ARI, sur les 488 objets et dessins plutôt, nous avons identifié au moins 82 dessins spécifiques, dont 35 objets différents. Pour les enfants ordinaires, ils sont au nombre de 375, ont dessiné 185 dessins spécifiques, soit 56 objets différents. Alors, quand je dis par exemple, ils ont dessiné 1051 dessins, mais en termes d'objets, vous avez moins de 1000, ça signifie parce qu'on avait une question ouverte. Le même dessin peut être en tout cas reproduit par 5 ou 6 enfants. C'est ce qui a mené à ce qu'on appelle l'inflation de N. C'est comme ça, il y a les dessins, mais aussi il y a les objets. Les dessins, c'est le nombre, lorsque nous comptons, même les stylos, on peut les compter 2 ou 3 fois. Mais lorsque un enfant dessine 3 fois par exemple le stylo, là en termes de dessin, il y a 5 dessins sur le papier. Mais lorsqu'il faut parler en termes d'objets, le stylo sera considéré une fois, avec une fréquence de 5. On ne dira pas que 5 stylos, mais on dira stylo avec la fréquence de 5. Au regard de l'analyse différentielle, nous avons comparé les productions des 2 catégories d'enfants, parce que enfants, 488 sont l'œuvre des enfants de l'ARI. Ce total représente en réalité 129 objets différents, entre autres, nous avons cité à prévoir et tout ça, ce sont les dessins qu'ils ont produits. Pour les enfants ordinaires, la production réalisée spécifiquement par cette catégorie dans un ensemble distinct représente graphiques mobilisés justement à des fins comparatives. Parmi ces dessins, il y a 150 objets différents que les enfants ordinaires ont produits, visés par ces jeunes. Donc, les enfants de l'ARI, et c'est 29, tandis que les enfants ordinaires, 150 objets différents. Du fait que ces données, même s'il y a une différence en termes de chiffres dans la description,
Mais nous ne pouvons pas facilement nous prononcer sans recourir à des outils statistiques, ainsi l'intervention ou l'usage du pi carré. Alors, ce résultat montre que la distribution des catégories graphiques diffère significativement entre les enfants de la rue et les enfants ordinaires. Cela signifie que les deux catégories ne mobilisent pas les mêmes univers symboliques dans leurs dessins. Ce qui ressort que les enfants de la rue se distinguent davantage donc ils ont produit plus les dessins d'animaux, ils ont produit aussi les personnages, les engins, ainsi de suite. Tandis que les enfants ordinaires, eux, ont privilégié davantage les ustensiles et les maisons. Alors là, ça devient un peu intéressant pour nous qui sommes du domaine pour constater ce que les enfants ont produit. Cela soutient l'hypothèse selon laquelle les conditions de vie influencent l'organisation du vocabulaire graphique des enfants. Ainsi, nous disons, les tests de pi carré appliqués à la répartition justement des catégories graphiques met en évidence une différence significative entre les enfants de la norme, entre ce que les deux catégories en réalité ont produit. Statistiquement, nous avons constaté cette différence qui va justement aux données que nous avons. Cette différence est de 26, dont le p-value de 1. Ce résultat indique justement que les deux groupes n'organisent pas de manière identique les productions graphiques, c'est-à-dire que chaque groupe a une orientation spécifique, même si dans les paramètres nous pouvons constater que c'est la même chose. La taille de l'effet, avec le p-value, nous avons 0,151 qui suggère justement une association faible à la moyenne d'intensité entre statut social de l'enfant et les contenus du dessin. Ce qui nous amène justement à creuser davantage quand nous avons constaté ça pour identifier quelle variable implique les petits carrés, c'est-à-dire nous avons fait appel à ces tests-là, au mieux, quelle catégorie contribue justement à cette différence que nous avons observée. Les dessins des enfants de la rue montrent donc qu'ils ne sont pas uniquement centrés sur la survie matérielle. Parce que nous qui sommes là, lorsque nous voyons les enfants de la rue, nous pensons qu'ils sont là que pour à manger. Mais ce résultat surprend. Ce sont les résultats scientifiques qui sont étudiés et respectables. À travers les productions graphiques, nous avons constaté qu'ils ne sont pas là pour faire ce qui renvoie à la nourriture ou encore à une survie ainsi. À travers les productions graphiques, ils cherchent, nous avons constaté que ces enfants cherchent également à construire une identité valorisante et à affirmer leur existence sociale tout en imaginant, ils imaginent justement un avenir différent. C'est vrai qu'ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés, ils sont rejetés, mais en eux, lorsqu'ils ont recours à des techniques purement de la psychologie de profondeur ou de la psychologie pure, on constate que la perception que nous avons va à l'encontre de ce que ces enfants ont produit. À l'inverse, donc je voulais dire par là que les activités ou les productions des enfants de la rue ne tournent pas autour de la nourriture, parce que vous constatez vous-même que les enfants, des fois, commandent les pains. Tous peut-être, nous avons été un jour face à un enfant qui vous dit « Papa, somme la pas ». Mais avec le résultat ici, nous avons compris que ça, c'est une communication purement psychologique que les enfants utilisent. À l'inverse, les enfants ordinaires bénéficient ou bénéficiant d'un encadrement familial relativement stable ainsi que d'un accès aux services sociaux de base. Pour nous,
En allant, on pensait que ces enfants devraient justement nous produire des dessins qui communiquent autre chose. Théoriquement, ils devraient produire des dessins qui vont dans le sens de la créativité, de l'autonomie, de l'expression, ainsi de suite. Mais malheureusement, ces enfants ont produit des dessins qui tournent. Vous avez vu, nous avons parlé des ustensiles et de la maison. Ce sont des activités ou des dessins qui renvoient à la maison. Les résultats montrent que les variables, donc quand on arrive à vérifier ces variables, montrent que les variables sociodémographiques influencent principalement la complicité et les types de scènes représentées, tandis que les variables individuelles plutôt modulent davantage les dimensions émotionnelles et symboliques de la production ou de production de ces enfants. Il s'observe que les dessins des enfants apparaissent à la fois comme le reflet de leur environnement de vie et comme l'expression de leur monde intérieur, parce que ce sont des projections. Les résultats de cette recherche affirment globalement 3 hypothèses parmi les hypothèses qu'on avait émises sur les 4, tout d'abord, on fait une différence significative a été observée entre le vocabulaire graphique des enfants de Larry et ceux des enfants ordinaires. Nous l'avons dit que les enfants ordinaires, et c'est les ustensiles et la maison, mais les enfants de Larry, c'est les engins, mais aussi de l'autre côté, ils ont les animaux qu'ils ont davantage produits. Les résultats montrent que cette recherche affirme globalement 3 hypothèses sur les 4. Tout d'abord, une différence significative a été observée entre le vocabulaire graphique des enfants de Larry et ceux des enfants ordinaires, tant sur le plan stylistique que structurel, traduisant justement l'influence du contexte de vie sur le mode d'expression graphique. Comme toute recherche doit apporter une contribution, les résultats d'abord de cette recherche, nous ne sommes pas les premiers dans le monde. Nous avons dit que ça prolonge, non seulement prolongé, mais ça enrichit justement les travaux d'Henri Wallon en montrant que les dessins de l'enfant n'est pas uniquement une étape de développement, il est aussi un miroir des conditions de vie. Donc, nous, dans le domaine de la psychologie clinique et tout ça, on ne peut pas considérer que les dessins, c'est uniquement pour voir les développements, mais aussi pour aller chercher dans l'inconscient de l'enfant. Monsieur le Président du jury, toute recherche scientifique présente, en tout cas, en toute sincérité, ses limites. En termes de limites, je ne citerai pas le tout. Notre recherche, en tout cas, n'a pas fait l'exception. Nous avons quelques limites. La première, ce qui concerne notamment la nature. On aurait voulu qu'on recourt, par exemple, à un échantillon probabiliste avec possibilité de généraliser le résultat sur l'ensemble de la population, mais nous avons recouru à un échantillon non probabiliste. Ce qui signifie que les conclusions de cette recherche ne peuvent pas être généralisées sur l'ensemble de la population que nous avons étudiée, mais ça concerne justement les candidats qui ont participé à l'épreuve. Deuxième limite réside justement dans l'interprétation de méthodes projectives. Aussi là, chaque chercheur s'approche à une théorie, à un modèle pour interpréter et faire soutenir ses arguments, et ça peut être aussi considéré comme étant une limite, et on en a autant. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'avenir en termes de perspectives? Parce que les limites justement que nous avons évoquées, ouvrent la voie à de nouvelles recherches pour permettre que là où nous n'avons pas touché, d'autres peuvent s'inspirer, partir de ce que nous avons fait, mais intégrer, comme nous avons vu que nous avons prolongé le travail d'Henri, mais nous avons enrichi.
D'autres aussi peuvent venir, d'autres chercheurs. Sinon, dans les recherches à venir, nous pouvons y arriver. Par exemple, en termes de limites, plusieurs pistes justement futures ont été dégagées. Il serait par exemple pertinent de mener une étude longitudinale, voire suivre ces enfants de façon continue pour voir afin d'observer l'évolution du vocabulaire graphique. Est-ce que cette évolution-là sera dynamique ou qu'est-ce que ça peut donner? Mais aussi, il serait intéressant d'étendre ce type d'études dans d'autres villes. Nous avons travaillé avec Kinshasa, mais pourquoi pas travailler avec Kinshasa, le Kumbashi, Matadi, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que ces vocabulaires-là sont-ils à un environnement donné et en résumé, en termes de perspective, cette thèse démontre que les dessins constituent un moyen d'expression projective riche et significatif permettant d'accéder de manière indirecte au monde intérieur des enfants. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, nous vous remercions. Ça révèle que le dessin des enfants sont majoritairement centrés sur les ustensiles des ménages liés à l'alimentation. Toutefois, chez les enfants de la rue, ces représentations reflètent davantage les préoccupations liées à la survie quotidienne et à la recherche de nourriture, témoignant ainsi de la précarité de leurs conditions de vie. Selon le récipiendaire, les productions graphiques constituent un précieux révélateur du vécu psychosocial des enfants et peuvent servir de base à l'élaboration de programmes d'accompagnement psychosocial et éducatif adaptés. À l'issue de la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Basile Kalema, a été proclamé docteur avec la mention grande distinction. Monsieur le chef des travaux, Kalema Kisungu Basile, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Avant d'être couronné par le secrétaire général à la recherche de l'UPN dans une ambiance de joie et de satisfaction. L'ambiance face à cette nouvelle avancée scientifique pour l'UPN et pour la recherche en psychologie en République démocratique du Congo, les lauréats ont insisté sur ce qui suit. Les parents, justement, doivent comprendre que mettre les enfants dans les conditions que nous appelons de superprotection, c'est les rendre faibles. Vous savez, il y a des parents qui ont mis leurs enfants en prison tout en étant à la maison. L'enfant ne sort pas de l'école, à la maison, on jette, on ferme. Les enfants ne vont pas à la confrontation de certaines contradictions. Et voilà pourquoi les enfants sont assis sur le confort, ce que nous appelons, ils ont accès aux services sociaux de base. Mais ceux-là qui n'ont pas accès aux services sociaux de base, alors ils cherchent comment créer des conditions pour ne pas subir ces conséquences-là, cette privation, cette marginalisation que la société les a infligées. L'ambiance était au zénith.